Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le canal carpien. Donc, alors juste avant de commencer, je voulais juste dire une petite chose. Franchement, les personnes qui regardent cette vidéo, faites gaffe à qui vous donnez sur les réseaux de la légitimité, de l'importance, voilà, à qui vous faites confiance, ok? Parce qu'en fait, autant il y a des sujets, par exemple, comme la musculation, quoi, si la personne vous la suivez, qu'elle vous dit n'importe quoi, au pire, à la fin de l'année, ce qui va se passer, c'est que vous aurez moins de biceps que prévu. Bon, ça, c'est pas grave, au pire, vous vous rattraperez l'année suivante. Quand ça parle de santé, par contre, faites attention parce que du coup, ça peut avoir des conséquences un petit peu plus importantes, ok? On va vers une transition. Quand par exemple vous avez quelqu'un qui est coach sportif ou préparateur physique et qui vous parle de santé, s'il a aucun diplôme en rapport avec la santé, voilà, faites attention à ce qu'il vous raconte. Et ensuite, même si c'est une chaîne qui parle uniquement de santé et que la personne qui tient la chaîne c'est un professionnel de santé, un professionnel de la santé, un professionnel de les santé, vous vous donnez vous l'appelez comme vous voulez. Faites attention à ce qu'il vous dit parce que pour le coup, quand on parle de santé, les conséquences elles peuvent être plus importantes par la suite, ok? Donc toujours remettre en cause ce que la personne elle vous raconte. Et je vous donne quelques outils épistémologiques et après on attaque le canal carpien, ok? Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que tout ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Donc toutes les personnes qui avancent des choses mais il n'y a pas de preuve, bah vous n'êtes pas du tout obligé de les croire en fait. Vous pouvez rejeter leur argumentaire sans avoir besoin d'apporter de preuves. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la charge de la preuve, elle incombe à celui qui prétend. Exemple, cet été j'étais en Écosse, j'ai vu le monstre du Loch Ness, ok? Et bah c'est à moi de vous apporter la preuve que j'ai vu le monstre du Loch Ness, ok? Faut faire attention aussi quand vous débattez avec des gens ou même sur les réseaux toujours à l'inversion de la charge de la preuve. Par exemple, je vous dis j'ai vu le monstre du Loch Ness et vous me dites ah ouais ça doit être super bien et tout, est-ce que tu as une preuve? Je vous dis non, mais prouve-moi que je l'ai pas vu, ok? Donc la preuve incombe à celui qui prétend, mais là du coup je fais une inversion de la charge de la preuve en vous demandant à vous d'apporter une preuve, ok? Et le dernier c'est l'appel à l'ignorance, alors là du coup c'est... Là direct quand je pense à ça, je pense à certains ostéos. On a en gros les ostéos EBP et les ostéos un petit peu perchés qui prétendent soigner un peu tout et n'importe quoi. Normalement, vu que j'ai dit outils épistémologiques, normalement, là, chez eux, il y a eu coupure de courant, ils sont plus là, tu vois. Donc, appel à l'ignorance, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui va prétendre, par exemple, soigner les calculs rénaux avec ses mains. Vous allez lui dire, non, mais ça existe pas. Et la personne vous dit, bah, ça n'a pas été prouvé comme faux, donc c'est vrai. Voilà, ça, c'est un appel à l'ignorance. Et donc, ça, c'est un argument fallacieux, ça dégage. Essayez, juste avec les petites choses que je vous ai dites là, de mettre ça en place avec les gens que vous suivez sur les réseaux et de voir si en fait, ils ont des raisonnements, des arguments fallacieux et voir en fait si vous pouvez avoir confiance dans ce qu'ils vous racontent. Ok? Et après, de toute manière, ceux qui vous donnent des sources, si à un moment donné vous avez un doute ou quoi, ou que votre niveau de confiance dans cette personne il est bas, allez regarder les sources. Si vous n'avez pas le temps, bah, vous allez voir quelqu'un d'autre. Ok? Allez, on va attaquer. Alors, la vidéo là, canal carpien, il y a 30 diapos. Donc honnêtement, ça va être un petit peu long. J'essaie d'avoir un rythme un petit peu soutenu pour pas que ça prenne 3 plombes. Donc c'est une vidéo. Alors je trouvais ça pompeux de l'appeler masterpiece, masterclass et tout ça. J'ai pas la prétention de faire des vidéos aussi bonnes. Donc je vais appeler cette vidéo petite leçon sur le canal carpien. Voilà. Mais on va essayer de donner des informations de qualité, ok? Donc avant ça, on va commencer, on va faire des rappels anatomiques mais basiques, hein. Donc en gros, ça va concerner le nerf médian. Donc le nerf médian, qu'est-ce que c'est? C'est un nerf qui va être formé par les racines C6 à T1. Il est moteur et sensitif. Donc au niveau sensitif, au niveau de la face palmaire de la main, il va énerver cette zone-là. Au niveau de la face dorsale de la main, il va énerver cette zone-là. Ok? Et il est moteur. Donc il va énerver au niveau moteur la loge antérieure de l'avant-bras, sauf le fléchisseur ulnaire du carpe et les deux chefs médiaux du fléchisseur profond des doigts. Donc eux, ils vont être gérés par le nerf ulnaire. Et au niveau de la main, il va innerver les deux premiers lombricaux et l'éminence sténare, sauf le faisceau superficiel du court fléchisseur du pouce et l'adducteur du pouce, qui vont être gérés par le nerf ulnaire. Donc ça c'était pour les rappels pour le nerf médian, ok? Ensuite, le canal carpien, rappel anatomique, mais pareil, là, on va être rapide, hein, c'est pas ça l'important. Donc en gros, c'est un canal où le toit il va être formé par les os du carpe. Donc côté médial, on va avoir le pisiforme et ce qu'on appelle l'incus de l'amatome. Et au niveau latéral, on va avoir le tubercule du scaphoïde et la crête du trapèze. Ok? Le toit, il va être formé par ce qu'on appelle le rétinaculum des muscles fléchisseurs. Et en gros, le canal, en fait, c'est la partie
ici. Dedans, on va retrouver 10 éléments. Le long fléchisseur du pouce, les 4 tendons du fléchisseur superficiel des doigts, les 4 tendons du fléchisseur profond des doigts, et le nerf médian, ok? Donc c'est lui qui va nous intéresser, donc le nerf médian, il est là. Ici. Donc là, pour l'anatomie, c'est bon. Normalement, là, c'est réglé. Ah oui, non, un petit détail. Voilà, petit détail, et on va rentrer directement dans le vif du sujet. En fait, alors déjà, au niveau du canal carpien, après, il y a des variations individuelles, anatomiques, ok? Il peut se diviser de manière différente chez les gens, ok? Il y a une branche palmaire, donc c'est la branche cutanée palmaire du nerf médian qui vient innerver la base du pouce, grosso modo. On peut entendre sur les réseaux certains qui diront qu'à partir du moment où cette branche-là, elle n'est pas touchée, en gros, ça peut pas être un canal carpien. Bah ça c'est faux, pourquoi? Parce que la neuroinflammation, je vous l'ai mis en petit ici, elle est systémique, ok? Donc ça c'est une chose importante. Donc je vais prendre un temps de pause. Voilà, la neuroinflammation, elle est systémique. Et après on reviendra dessus, après je vais vous expliquer pourquoi elle est systémique, et pourquoi essayer de raisonner en territoire anatomique précis d'innervation, c'est complètement faux. Donc, un petit point sur le syndrome du canal carpien. À partir du moment où on appelle ça un syndrome, c'est un ensemble de signes, de symptômes, et tout ça, je vous ai mis la définition officielle d'un syndrome. En fait, c'est un peu fourre-tout, ok? Donc, difficile d'avoir une définition précise. On va juste savoir qu'on va voir plein de signes et plein de symptômes, ok? Épidémiologie, en quelques chiffres, en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir? Bon, pas grand-chose, hein, que c'est la neuropathie périphérique la plus courante, donc vu que c'est la plus courante, faut pas passer à côté. Elle affecte le nerf médian lorsqu'il traverse, attention, le canal carpien. Là, je viens de vous apprendre quelque chose. Le risque de développer un syndrome du canal carpien au cours de la vie, c'est 10%, mais il augmente à plus de 85% chez les patients diabétiques. On reviendra sur les problèmes de diabète, d'hypothyroïdie, juste après, parce qu'en fait, c'est des personnes qui vont avoir, au niveau histologique, un syndrome du canal carpien qui va être différent, et donc du coup aussi une cause de canal carpien qui va être différente. Ouais, là je me pose de spi, hop. Donc ça touche 276 personnes pour 100 000 habitants, après ça dépend où vous êtes en fait, hein. Il y a des endroits où ça touche plus de personnes que d'autres, mais c'est juste pour avoir un chiffre. Pareil, au niveau du taux d'incidence, retenez juste que ça touche plus les femmes que les hommes, et en gros, ça touche les hommes et les femmes, notamment vers l'âge de 40-60 ans, ok? Donc c'est pendant que les gens ils sont productifs, hein. 40-60 ans, c'est pas la retraite. Donc voilà, il faut savoir par exemple qu'aux États-Unis, c'est 21 jours de travail perdu en 2009 à cause du syndrome du canal carpien. Et en Europe, par exemple, la lombalgie, c'est 8 jours. Voilà, pour que vous ayez, donc c'est quasiment 3 fois plus le canal carpien aux États-Unis que la lombalgie en Europe. Juste pour dire, voilà, pour dire la lombalgie, c'est très haut. Bah, au final, le canal carpien, c'est quelque chose de quand même d'assez important. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir l'identifier, il faut savoir le traiter, il faut savoir faire. Voilà, faut pas passer à côté. Il y a tout un tas de choses à connaître, ok? Il faut faire confiance à ceux qui vous donnent les bons conseils pour parler de cette pathologie-là. La pathophysiologie, mais pareil, on va faire ça rapidement. Donc en gros, il y a un lien entre le syndrome du canal carpien et une pression élevée dans le canal carpien. En fait, pour que le nerf il ait une microcirculation adéquate, il faut qu'il y ait un gradient de pression spécifique dans le canal carpien. Et en gros, la pression la plus élevée, elle doit être dans les artères, puis dans les capillaires, puis dans les fascicules nerveux, puis dans les veines, et la pression la plus basse dans le canal carpien. Si la pression dans le canal carpien elle dépasse la pression veineuse, en fait on va avoir une obstruction du retour veineux, et là ça va commencer avec la formation d'un œdème qui peut être intraneural. Un œdème intraneural, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer de la perte de fonction, possiblement une neuropathie. Les facteurs qui induisent cette augmentation, c'est assez controversé, mais en gros, on peut retrouver une hypertrophie du tissu synovial qui entoure les tendons extrinsèques de l'avant-bras. Donc en gros, là, les tendons ici. Ah oui, donc là, donc ça c'est le nerf médian. Et ça c'est la branche cutanée palmaire. Ok, donc on voit qu'elle est en dehors du canal carpien. C'est pour ça que certaines personnes vous diront, s'il est touché, c'est pas un canal carpien. Et nous on va voir que ça c'est complètement faux comme raisonnement. Mais comme je dis, un petit peu de patience. Et donc en fait cette hypertrophie, ça peut être une réponse inflammatoire due à une utilisation intensive, un traumatisme au niveau du poignet, processus inflammatoire sous-jacent, s'il y a une polyarthrite rhumatoïde avec des remaniements du tissu conjonctif au niveau du canal carpien, bah pareil, ça peut changer ces petites choses-là. Donc voilà, mais en gros on va avoir une augmentation de la pression dans le canal carpien.
J'espère que jusque-là, vous suivez bien. C'est pas trop dur, normalement j'explique bien quand même, non? Moi je trouve que j'explique bien quand même. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les patients qui souffrent de syndrome de canal carpien, ils ont une réduction de 40% du mouvement transversal du nerf au niveau du poignet. Ça, je reviendrai dessus quand on parlera de traitement pour voir les implications que ça a. Et là, j'ai encore oublié de mettre un lien vers une échographie. Donc en gros, du coup, je vais prendre un stylo et je vais vous montrer ce qu'on voit à l'échographie avec ma main et un stylo. En gros, si on fait une échographie au niveau du canal carpien, chez une personne qui n'a pas de syndrome du canal carpien, si on bouge les doigts, on va avoir en fait un mouvement transversal. Enfin, en gros, le nerf il va bouger, quoi, tout simplement. Chez les personnes qui ont syndrome du canal carpien, il va bouger 40% moins. Donc on va dire à peu près 2 fois moins. Donc s'il y en a un qui bougeait comme ça, bon bah l'autre il bouge un peu comme ça. Voilà. En gros, c'est ça qu'il faut comprendre. Le nerf, il va moins bouger. Ok? Un nerf qui bouge moins, potentiellement plus de. Enfin, l'œdème du coup il va pas être drainé, donc peut-être potentiellement plus d'œdème, potentiellement plus de compression, potentiellement plus d'inflammation. Voilà. Donc faut que ça bouge au niveau des nerfs. Ensuite, il y a d'autres lieux de compression en dehors du canal carpien. Alors là, par contre, là, les schémas, ils sont beaux. On va parler anatomie. Ça va faire bien. Ça montre qu'on a de la culture. Mais en vrai, on s'en bat un petit peu les couilles. On a un ligament, ici. En fait, pareil, on s'en fiche un petit peu parce que c'est un ligament qui est présent que chez 0,7 à 2,7% des gens. Donc c'est quand même pas grand monde. Ok? Il serait responsable, donc c'est le ligament de Struthers. Je crois que ça se prononce comme ça, en fait, j'en ai aucune idée. Il serait responsable de 0,5% des compressions du nerf médian situé au-dessus du canal carpien. Donc, ça concerne pas grand-chose, ok? Donc 0,5% des compressions au-dessus du canal carpien, c'est vraiment pas grand-chose. Donc c'est anecdotique en fait. Le chef médian, il passe aussi entre les deux chefs du rond pronateur dans 80% des cas, ok? C'est pas tout le temps comme ça. Hein, dans 20% des cas, eh ben, il passe pas entre les deux chefs. Des fois, vous entendrez des personnes vous dire que le rond pronateur, en fait, s'il est trop tendu, il va venir comprimer le nerf. Il y a différents problèmes à cette explication-là. La première, déjà, c'est qu'un nerf, en fait, il faut voir ça, c'est du tissu conjonctif, hein, un nerf, hein, c'est du tissu conjonctif. Hein. Il y a les axones qui passent dedans, mais c'est bien entouré, ok? Donc, comme dans beaucoup de structures, vous savez, il y a une triple couche de tissu conjonctif. Et donc en fait, le tissu conjonctif, c'est comme du ligament. Hein. Donc le ligament, c'est quand même solide. En plus, c'est plein de gras. Donc c'est quand même quelque chose qui résiste bien, tu vois, le nerf. Donc, un muscle, notamment par exemple un rond pronateur ou un piriforme, contracter ce genre de choses, ça va être très compliqué. Ok? Et il ne faut pas confondre cause et conséquence. C'est-à-dire que si il y a quelqu'un qui a des douleurs, par exemple, qui ressemblent à des compressions, par exemple, du nerf médian, et que vous palpez le rond pronateur, et que le rond pronateur il est tendu. Et ben en fait, ça peut être juste le rond pronateur, il est tendu parce que le nerf médian il est sensible, en fait. Par exemple, vous avez un syndrome du canal carpien ou une compression au niveau du rachis cervical, le nerf il va être sensible à l'étirement, et ben les muscles sur le chemin du nerf ils vont se raccourcir pour éviter justement qu'il y ait de la tension en étirement dessus. Et donc le but, si votre but c'est de détendre les endroits où il est en protection, mais en fait, sur le coup, peut-être que vous allez relâcher un peu la tension musculaire, il peut y avoir un bien-être, mais derrière, en fait, ça va augmenter les contraintes mécaniques sur le nerf médian, ou sur le nerf de manière générale, et ça va augmenter la douleur, ok? Autre chose, vous avez votre rond pronateur, vous le palpez chez votre patient, il est sensible. Vous faites des gros triggers, point trigger, donc vous appuyez comme une brutasse, et admettons, vous savez pas trop où il passe, hein, le nerf, hein. Comme je dis, des fois il passe entre, des fois il passe ailleurs, il y a des variations anatomiques. Donc ça se trouve, vous êtes juste en train de lui latter le nerf, en fait. Donc ça fait tellement mal que vous allez mettre en place une modulation conditionnée de la douleur. Donc la personne derrière, elle va avoir moins mal, mais en fait derrière, elle va reflamber parce qu'en fait, vous lui avez bourriné le nerf, quoi. Et les nerfs, ils sont sensibles. Étirement, compression, ils aiment pas trop ça, ok? Et donc si on a un syndrome du rond pronateur, ce qu'il faut savoir en général, c'est que c'est des variations anatomiques où en fait on a peut-être plus de bandes fibreuses ou des choses comme ça. Donc du coup, c'est toujours le nerf qui est pris dans du tissu conjonctif, en fait. Vous voyez, c'est... Par exemple, le syndrome du canal carpien, il passe dans un canal qui est ostéo-fibreux. Donc il y a les os en dessous et du tissu conjonctif au-dessus. Là, c'est ostéo-fibreux. Là, c'est plutôt musculaire, ok? Sauf si on a les bandes de tissu conjonctif fibreuses.
Ensuite, il peut être comprimé. Alors là, pareil, là, c'est 0,9% de tous les cas de compression. Donc là, je vous dis, là, on fait juste. Là, on est dans on est dans le détail. Hein. Là, vraiment, c'est la culture générale, quoi. Donc, lorsqu'il passe en arrière de l'aponévrose bicipitale, ou après, si vous préférez l'acertus fibrosus, ok, si vous voulez vous la jouer un petit peu, tout ça, c'est le latin, ça fait bien. Et ensuite, il peut être compressé aussi, bon là j'ai pas de chiffres, mais au niveau de l'arcade de l'arche fibreuse qui peut relier les deux têtes du fléchisseur superficiel des doigts. Et donc là, vous voyez qu'à chaque fois, il y a du tissu conjonctif hein, dans l'histoire. Hein. Ok, bon, sauf là, mais parce que là on le voit pas, mais il s'est décrit dans l'étude, hein, de cette étude-là. Donc voilà, c'est rarement juste un muscle qui peut comprimer du tissu conjonctif. Ok, surtout des petits muscles. Rond c'est pas non plus énorme. Le piriforme, c'est pas énorme. Le nerf sciatique, c'est un truc énorme. Voilà, faut se calmer. Des fois, faut doser un petit peu ce qu'on raconte. Les histoires, c'est bien, mais voilà. Faut quand même doser un petit peu ce qu'on raconte. Donc là, on va parler de 3 mythes qui ont été abolis en 2015. Là, on va faire rapide sur cette diapo-là. En plus, elle est moche, hein. Putain. Elle a l'air longue et tout ça, mais vous inquiétez pas, on va faire rapide. On va faire rapide. Donc, avant, on aurait pu penser, enfin on pensait même d'ailleurs, que le syndrome du canal carpien, ça touchait que les grosses fibres. Alors là, on va faire un peu un rappel. Dans votre nerf, il y a des grosses fibres et des petites fibres. Voilà. Le rappel, il est fini. Donc en gros, ça pourrait toucher que les... Avant, on pensait que ça touchait que les grosses fibres. Ok, donc les grosses fibres, elles font quoi? Elles font la sensibilité et la motricité. Et donc en fait, ça c'est ce qu'on pensait que c'était. Parce qu'en fait, quand on mimait des problèmes de nerfs avant dans les études, on faisait une ligature du nerf, donc on le comprimait mais de manière un peu forte, on l'écrasait avec une pince. Et en fait, ça c'est assez violent, c'est assez aigu, c'est assez sévère. Et donc en fait, c'est les grosses fibres qui sont touchées. Or, en fait, dans le canal carpien, c'est plutôt une compression lente et c'est plutôt chronique. Et en fait, les grosses fibres, elles s'en sortent bien. Par contre, les petites fibres, ça, elles aiment pas. Donc, elles vont mourir petit à petit. Pendant un moment, on pensait que c'était une pathologie non inflammatoire. Alors après, déjà, au niveau de son comportement, donc douleur la nuit, tout ça, nanana, il pourrait y avoir un comportement inflammatoire. Et on sait que, en fait, quand on fait une compression nerveuse, même légère, à partir du moment où elle devient chronique, on va avoir une inflammation, et notamment une inflammation qui peut être intraneurale. Ok? Donc, avec ces cellules immunitaires qui peuvent gagner le tissu conjonctif autour, donc l'épinérium, et ça peut sensibiliser les nervi nervorum. Quand les nervi nervorum ils sont sensibilisés, on peut avoir par exemple de la mécanosensibilité. Et on pensait aussi que c'était drivé uniquement par des mécanismes locaux, ok? Donc en gros, on vous disait avant, ah bah si vous avez un syndrome du canal carpien, bah vous aurez des symptômes uniquement dans le territoire, en fait, du canal carpien, nerf médian. Donc en gros, que ici, et au niveau de la main, donc au niveau des muscles qui sont innervés par le nerf médian. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était faux. Ok. Par exemple, en fait, dans jusqu'à 70% des cas, en fait, on a des symptômes en dehors du territoire du nerf médian. Ok. Et ça, c'est vraiment une des choses les plus importantes. Il faut savoir que, en général, ces personnes-là, en plus, elles ont des douleurs qui peuvent aller au coude, remonter jusqu'au cou. On verra après un petit peu. Mais ça, on a des études de 1976 qui nous le montrent. Ok. Ils avaient déjà repéré ça en 1976. Donc 1976, c'était bon. Je suis pas mathématicien, mais on va faire 24 plus quasiment 24 là. On va dire 23. Bon, on est sur quelque chose de pas mal. Donc, en fait, ça fait quand même un paquet d'années que, en fait, que ces choses-là, on les connaît. Ok, on est quasiment 50 ans, quoi. Donc, à un moment donné, faut avancer, j'ai envie de vous dire, quand on fait du contenu sur les réseaux, ou même les cours dans les écoles, avancer. C'est pas normal qu'il y ait des gens qui sortent diplômés et qui pensent que le syndrome du canal carpien, ça donne des symptômes que dans le territoire du nerf médian, après le canal carpien, ça n'a aucun sens. Il faut se mettre un petit peu à jour, et en plus c'est hyper important, on va le voir juste après. Déjà, je vous rappelle que c'est la neuropathie de compression la plus courante, on l'a dit tout à l'heure. Donc si vous pensez que il doit y avoir que des symptômes dans le territoire du nerf médian, en fait, si c'est une des bases de vos critères diagnostiques, vous allez passer à côté, en fait, vous allez dire, ah bah non, c'est pas ça. Donc peut-être que vous allez remonter,
vous allez chercher ailleurs. Des fois, vous allez avoir des problèmes au niveau du nerf médian et du nerf ulnaire, vous allez vous dire, waouh, ça vient d'où? Voilà, donc attention. Les facteurs de risque. Alors là, on va faire rapide aussi, hein, je vous ai fait une liste. Donc il y a le sexe féminin, la prédisposition génétique, là vous avez des études avec... ils ont étudié certains gènes, le vieillissement, l'origine ethnique, l'obésité, l'alcoolisme, les problèmes de thyroïde, les affections inflammatoires, type polyarthrite rhumatoïde, les professions. Donc si vous avez des mouvements très répétitifs du poignet et tout ça, bon bah forcément c'est un facteur de risque. Le lieu de travail, donc si vous avez un travail stressant, bah là du coup le risque il va augmenter. Si vous avez un bon environnement au travail, si vous avez un soutien social comme on dit, si vous avez des bons potes, ça se passe bien au travail, bah là ça va vous protéger. Ok. Et ensuite, on a les facteurs hormonaux qui peuvent expliquer que chez les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les femmes dans leur première année de ménopause et chez les femmes sous pilule, voilà. Il y a des cas il y a un peu plus de cas. Et là, je vous ai mis juste facteurs génétiques, mais c'est pour la récupération. C'est-à-dire que si vous avez un syndrome du canal carpien avec des fibres qui sont mortes, et ben en fait, certaines personnes, parce qu'ils ont des gènes qui codent pour certaines protéines, en fait, en gros, vous allez ces personnes-là, en fait, elles vont mieux récupérer. Voilà. Après, là, on n'est pas tous égaux devant la génétique. C'est comme en musculation. Des fois, t'as des gens, ils ont des pecs qui font rien, et toi, tu fais du développé couché tous les jours, t'as pas de pecs. Bon. Bon, c'est tout pour les facteurs de risque. Ouais, donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a canal carpien et canal carpien, ok. Je crois que juste après, on va aller plus loin. C'est à chacun son syndrome du canal carpien, grosso modo, ok. Donc par exemple là ils ont pris 3 types de canal carpien, donc idiopathique c'est qu'il n'y a pas de cause identifiée clairement, canal carpien chez les personnes diabétiques et chez les personnes qui ont une hypothyroïdie. Et en fait au niveau histologique c'est un petit peu différent, dans le sens où il y a plus de fibroblastes et le collagène il est un petit peu différent chez les personnes atteintes de diabète, et on a une néovascularisation dans le tissu conjonctif sous-synovial, pareil qui est plus intense, significativement plus intense chez les personnes qui ont du diabète. Mais si on va chez les personnes qui ont de l'hypothyroïdie, on se retrouve avec des gens qui ont un œdème sévère, ils ont plus d'œdème dans les cas d'hypothyroïdie, ok. Et donc là, il faut faire attention, parce que sur les réseaux, vous allez avoir des personnes qui disent traiter la cause. Alors, la cause de la lombalgie, la cause de tout ça. Mais il y a des personnes qui vont vous dire, oui, moi, je traite la cause du syndrome du canal carpien. Donc, dans le cas d'un syndrome du canal carpien idiopathique, donc qui n'a pas de cause, la personne, elle trouve la cause. Donc ça, c'est quand même assez fort. Ou alors, si il y a une cause, mais que c'est du diabète ou de l'hypothyroïdie, la personne ne soigne pas le diabète ou l'hypothyroïdie. Parce que si c'est un thérapeute manuel du type ostéopathe, chiropracteur, ou même si c'est un kiné qui vous dit ça, voilà, pareil toujours. En fait, faut se doser dans ce qu'on raconte. Commencez pas à dire vous trouvez la cause, de toute façon tout est multifactoriel, et quand il y a un truc qui s'appelle idiopathique, vous trouvez pas la cause de quelque chose idiopathique. Ça n'a aucun sens. Et de toute manière, voilà. Et après, ostéo-chiro, personne ne soigne l'hypothyroïdie et le diabète, à part peut-être les endocrinologues. Ok. Eux, ils ont un vrai impact sur la qualité, enfin sur ces personnes-là en fait, au niveau médical. Donc, faut se doser. Alors là, on va rentrer dans la partie, moi, que je trouve la plus intéressante pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi, comment ça marche, les problèmes de neuropathie par compression. Alors, je vais vous donner un exemple, une analogie. En fait, vous voyez, admettons, vous avez un tuyau d'arrosage avec de l'eau qui s'écoule. Si je compresse le tuyau d'arrosage à un certain niveau, il n'y a plus d'eau ici, ok ? Et bah, une neuropathie de compression, ça marche absolument pas comme ça, ok? Donc ça, on met à la poubelle, et maintenant on passe à comment ça marche pour de vrai. Donc comme vous le savez maintenant, on considère traditionnellement que les manifestations cliniques des neuropathies de piégeage, elles sont dues à des mécanismes locaux. Ces mécanismes locaux, ils peuvent inclure, après plein de choses. On peut avoir de l'ischémie intraneurale, de l'œdème intraneural, on peut avoir tout un tas de choses. Mais s'il y avait seulement des mécanismes locaux, les signes et les symptômes, ils devraient suivre un schéma anatomique clair, limité aux structures innervées par le nerf périphérique affecté. Ok ? Donc c'est-à-dire avoir des symptômes uniquement dans le territoire du nerf médian. Ok ? Donc, territoire du nerf médian,
Voilà, et c'est tout. Mais en fait, dans de nombreuses neuropathies, c'est pas le cas. Les symptômes étendus, c'est la norme. Quand je dis c'est la norme, commencez pas à me dire dans ces certains cas particuliers, je vous dis c'est la norme, ok? On a vu tout à l'heure 70%, mais en fonction des études, ça peut être dans les syndromes du canal carpien entre 2 tiers et 70% des patients qui vont avoir des symptômes en dehors du nerf médian, ok? 2 tiers à 70%, on est quand même dans la majorité. Dès qu'on dépasse 50%, on est plutôt dans la majorité. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut même avoir, donc là on parle de là on peut parler de douleur et tout ça, mais on peut avoir des pertes, des déficits moteurs qui vont se manifester en dehors de la distribution du nerf affecté. Donc c'est-à-dire c'est le nerf médian qui est affecté, donc on s'attend par exemple à avoir des faiblesses que sur les muscles innervés par le nerf médian, et en fait quand vous allez tester les muscles innervés par le nerf ulnaire, oh, perte de fonction aussi. Voilà. Là, je voulais vous le redire, mais tout à l'heure, j'ai parlé de 1976, mais par exemple, cette étude-là, elle date de 2004. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est que on a des douleurs qui peuvent remonter sur l'avant-bras et le coude dans 46,3% des cas, des douleurs qui remontent le long du bras jusqu'à l'épaule dans 38,6% des cas, même qui impliquent le cou dans 13,1% des cas. Parce qu'en fait, en gros, il y a, comme je vous ai dit, hein, si on prend la théorie du tuyau d'arrosage, ça bloque dans le cou, on va avoir des symptômes tout en bas. Ça bloque dans le coude, on va avoir des symptômes vers le bas. Ça bloque dans le canal carpien, voilà. En fait, non. Ça bloque ici, ça peut donner en bas. Ça bloque ici, ça peut donner en haut. Ah, attention, incroyable, ça bloque ici, hop, ça peut donner de l'autre côté. Oh là là, incroyable ça quand même. C'est incroyable. Donc, ça c'est de 2004. Donc là, pareil, une vingtaine d'années. Bon, on peut se dire qu'on a le droit d'avoir un peu de retard, c'est compliqué de se mettre à jour et tout ça. Quand ça, là, 20 ans, c'est chaud. Et même, pour vous expliquer à quel point cette histoire de tuyau d'arrosage c'est n'importe quoi, c'est qu'on a retrouvé chez des personnes avec des, avec des syndromes du canal carpien de l'hyperalgésie mécanique et de l'hyperalgésie thermique sur le tibial antérieur. Donc le tibial antérieur, c'est un muscle au niveau de la jambe, ok? Donc c'est pas vraiment au niveau du bras, ok? Et c'est pas non plus innervé par le nerf médian. Qu'est-ce que c'est l'hyperalgésie thermique et qu'est-ce que c'est l'hyperalgésie mécanique? C'est-à-dire que par exemple, c'est un. Si par exemple je vous mets 40 degrés ou 45 degrés sur la peau et que ça commence à, à vous brûler, bon bah en fait en gros la douleur elle sera plus importante si vous avez une hyperalgésie à 45 degrés. Pareil, un stimulus qui fait mal, voilà, si j'en fais un et le même et qui vous fait plus mal, c'est de l'hyperalgésie, ok? Donc on a plus, il y a un stimulus douloureux qui devient plus douloureux. À pas confondre avec la lodynie, qui est un stimulus non douloureux qui devient douloureux. Là, je crois que j'ai tout dit sur cette diapo. C'était complexe ou pas, en vrai? Non, on a compris. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut avoir des symptômes un peu partout. Et donc il faut pas s'arrêter, quand on fait un diagnostic de syndrome du canal carpien, juste au territoire du nerf médian. Voilà. Comment on explique tout ça? Ah, on a fait la moitié là de la vidéo, hein. Franchement, bien, petite pause. Un peu moins de la moitié en vrai. Voilà, je me corrige. On a fait la moitié du PDF. Je sais pas si c'est la moitié de la vidéo, peut-être après ça ira plus vite. Donc on a des mécanismes locaux, on a vu inflammation intraneurale, tout ça, ça explique les symptômes locaux, mais pas extraterritoriaux. Ce qui peut expliquer les symptômes à distance, c'est la neuroinflammation dans les ganglions de la racine dorsale et de la moelle épinière. En gros, l'inflammation en fait elle va remonter le long des nerfs, ça va gagner ce qu'on appelle le ganglion de la racine dorsale, et en fait là, tous les corps cellulaires, en fait, des neurones, ils vont être très proches, et en fait, l'inflammation, elle va pouvoir toucher d'autres neurones. Et donc, du coup, ça peut expliquer cette étendue-là. Pareil, l'inflammation, ensuite, elle peut lui gagner la moelle. Et pareil, il faut que ça touche l'autre côté de la moelle pour avoir des symptômes bilatéraux. Donc, en fait, l'inflammation, voilà, elle se propage, et c'est pour ça que la neuroinflammation, elle est systémique. Vous comprenez bien que si vous avez des symptômes sur le tibial antérieur, qu'est-ce qui est commun, on va dire, ou quelle structure va d'un syndrome du canal carpien au tibial antérieur? Tibial antérieur, il est innervé par le nerf. Enfin, c'est après la bifurcation du nerf fibulaire commun. Ok? Donc, c'est issu du nerf sciatique. Donc, entre le nerf médian
donc, quel est le point commun entre une structure innervée par le nerf médian et une structure qui va être énervée au niveau de la jambe? En fait, c'est le système nerveux, ok? Pareil, c'est toujours pas les fascias. Hein. Il y a des gens, vous avez un délire avec les fascias. Oui, alors pareil, si le canal carpien, mais non, mais en fait ça tire sur le muscle là, la chaîne myofaciale, ça tire là, ça fait là. Non. Ou alors, pareil, la charge de la preuve incombe à celui qui prétend, fournissez-moi des preuves de qualité. Mais moi, j'ai des preuves de qualité qui me disent que la neuroinflammation, elle est systémique, et ce qui explique ça, c'est la continuité en fait du système nerveux. Le système nerveux, c'est une seule et même entité, et du coup, l'inflammation, bon, bah, elle se propage et elle circule. Et donc ça peut expliquer l'étendue des zones extraterritoriales, et après ce qu'il faut savoir c'est que même on a des mécanismes au niveau corticaux et sous-corticaux qui vont se mettre en place. Je vais pas rentrer dans le détail, mais il faut le savoir. Donc douleur bilatérale et à distance, je vais vous donner des petits exemples, ok, pour illustrer. Donc, on peut supposer que les symptômes bilatéraux du canal carpien qui disparaissent souvent à la suite d'une intervention chirurgicale unilatérale peuvent être attribués à de tels mécanismes immuno-inflammatoires controlatéraux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait on a des gens, ils ont un syndrome du canal carpien à droite. Et après, ils développent un syndrome du canal carpien à gauche. On fait une opération chirurgicale, on libère le canal carpien, ça résout le syndrome du canal carpien à droite, mais ça résout aussi le syndrome du canal carpien à gauche. Ah oui, et juste avant de passer à la suite, réexpliquer l'histoire, parce qu'on a parlé d'hyperalgésie secondaire, mais en fait, bon, il y a la primaire, ça, on s'en fiche, mais il y a la tertiaire. L'hyperalgésie tertiaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc, secondaire, non, tout à l'heure, j'ai juste parlé d'hyperalgésie mécanique et thermique. Donc, donc, je vais tout refaire. Hyperalgésie primaire, je me coupe la main, j'ai mal là où je suis blessé. Hyperalgésie primaire, c'est normal, j'ai mal là où j'ai mal, là où je me suis blessé. Hyperalgésie secondaire, la zone autour de la blessure, elle va devenir plus sensible aussi. Ok? Hyperalgésie tertiaire, si on teste les seuils de douleur sur ma main droite, si je me suis blessé à gauche, ils vont être plus bas aussi. Donc ça veut dire que je suis plus sensible de l'autre côté. Hyperalgésie tertiaire. Et donc ça peut expliquer chez certains patients le fait que, vous avez mal à une épaule, hop, au bout d'un moment, vous avez mal à une autre épaule. Souvent, on dit, ouais, j'ai compensé avec l'autre épaule, du coup, j'ai mal, maintenant, j'ai mal. Alors, le changement de contrainte sur l'épaule, ça peut expliquer, mais on a un autre mécanisme qui explique très bien, c'est l'hyperalgésie tertiaire. Et en fait, c'est du coup la douleur qui passe d'un côté à un autre par des mécanismes neurologiques. Pareil, j'ai mal au genou à droite, maintenant, j'ai mal au genou à gauche. Oui, mais c'est parce que, frérot, t'as compensé. Non, frérot, c'est tes nerfs qui sont... c'est de l'hyperalgésie tertiaire, ok? Donc ça, faut connaître ces mécanismes-là et pas toujours partir dans des trucs mécaniques. Le système nerveux, il peut expliquer beaucoup de douleurs. On revient sur les exemples. Syndrome du tunnel tarsien, il peut induire une neuroinflammation dans le ganglion de la racine dorsale, L4, ok? Ça va abaisser les seuils de déclenchement des neurones du nerf tibial, forcément parce que ça vient du nerf tibial, mais aussi des neurones du nerf fibulaire et fémoral. Et en fait, ça peut engendrer une hypersensibilité qui peut apparaître dans d'autres zones que celles innervées par le nerf tibial. Donc par exemple dans le nerf fibulaire ou dans le nerf fémoral. Donc en gros, vous avez un syndrome du tunnel tarsien. Alors le syndrome du tunnel tarsien, c'est le canal carpien dans le pied, sauf que c'est rare. L'inflammation, elle remonte le long du nerf tibial, ça revient, hop, ganglion de la racine dorsale, et ensuite, peut-être ça va prendre, ça va redescendre le long du nerf fémoral, donc c'est un patient qui, pour un tunnel tarsien, va décrire des douleurs dans la cuisse, ou des douleurs le long du nerf fibulaire. Voilà. Ça, c'est pour la douleur, mais on peut avoir de la perte de fonction à distance, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la perte de fonction, donc, médiée par les fibres larges, enfin, par les grosses fibres et les petites fibres. Elle peut être présente dans le territoire du nerf médian, là on est repassé sur le canal carpien, mais aussi dans la zone du nerf radial, de la même main. Ça, faut le savoir. Ok? Donc, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous pouvez avoir des pertes de... J'ai dit le nerf ulnaire, mais ça peut être le nerf radial, par exemple. Mais voilà, toujours pareil, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a cette neuroinflammation et qui est systémique, et que les symptômes, ils peuvent aller dans d'autres territoires, et ça peut être les symptômes, parce que la douleur, en fait, c'est ce qu'on appelle du gain de fonction. Donc on a un nerf, le nerf il marche normalement, quand on a un problème de nerf, soit il marche trop bien, c'est ce qu'on appelle le gain de fonction, soit il marche pas assez bien, c'est de la perte de fonction. Il faut bien faire son bilan, parce que le gain de fonction, ça peut masquer de la perte de fonction. Mais en gros, donc la douleur, elle peut aller dans d'autres territoires, et les pertes de fonction, elles peuvent aller dans d'autres territoires, ok? Là, c'était un exemple au niveau du pied.
quand j'avais parlé de ça, je sais plus quand est-ce que c'était, on m'avait dit oui, mais ça c'est pour le pied, donc c'est pas sûr que ça marche pareil pour le syndrome du canal carpien. Bon, j'ai mis un exemple pour le syndrome du canal carpien. Donc par exemple, si on a un ganglion de la racine dorsale au niveau cervical C7, qui contient des axones sensoriels projetés par le nerf médian, radial et axillaire, et parfois aussi le nerf ulnaire, mais en fait quand l'inflammation elle va taper le ganglion de la racine dorsale C7, et ben ça peut expliquer les symptômes et une hyperalgésie par exemple, non seulement dans le territoire du nerf médian, mais aussi dans le territoire d'innervation du nerf axillaire, du nerf musculo-cutané, du nerf radial ou même du nerf ulnaire. Voilà. Donc en gros, on a de l'inflammation qui remonte et ensuite ça redescend et ça peut donner donc toutes ces sensations d'hyperalgésie. Deux types de compression, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, donc là ça va aller vite. Si on comprime fort d'un coup le nerf, les grosses fibres, ça va poser problème, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec si on pince ou qu'on ligature fort un nerf. Par contre, si on a une compression nerveuse légère, qui est plus lente, plus progressive, ça va être la population de petites fibres qui vont mourir. Et du coup, vu que les grosses fibres et les petites fibres ne font pas la même chose, il faut être capable de tester les deux, ok? Les grosses fibres et les petites fibres. Donc c'est pour ça qu'en fait l'EMG, souvent dans les problèmes de neuropathie, on vous dit, et même, alors là pour le coup, tout le monde dit ça, enfin tout le monde. On entend beaucoup dire que l'EMG c'est l'examen de choix, mais là c'est toutes les personnes avec qui vous allez travailler, même dans votre cabinet. Hein. L'EMG c'est super bien, mais vraiment le top du top du top, c'est vraiment incroyable si vous, ce qui vous intéresse, c'est vous intéresser à 20% du nerf, ok? Si vous, quand vous évaluez un nerf, ce qui vous intéresse, c'est savoir comment 20% du nerf ça va, ouais, l'EMG c'est incroyable. Personnellement, je pense qu'on peut être on peut avoir des attentes un peu plus élevées, on peut être un peu plus exigeant et se dire, bon, on va évaluer quand même tout le nerf pour être sûr, ok? Donc l'EMG ça a de ouf des limites parce qu'en fait ça va tester que les neurones moteurs, donc en fait ça teste que les grosses fibres, donc les neurones moteurs et les fibres bêta, ok? Donc la sensibilité quand vous testez avec un pinceau, un coton ou peu importe. Par contre les petites fibres, vous les testez pas. Ah, et là vous vous dites, mais le syndrome du canal carpien, on n'a pas dit que ça touchait les petites fibres? Ah bah dis donc. Donc, en gros, vous allez faire un test qui est pas le bon. L'EMG, pas ouf pour tester les petites fibres du syndrome du canal carpien. Bon, sauf si le canal carpien il est bien avancé, que en gros tous les nerfs ils sont en train de mourir, ouais, au bout d'un moment, l'EMG va être positif. Mais au début, il le sera pas, et vous pourrez peut-être passer à côté. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc grosse fibre 20% d'un nerf, donc là vous, donc après vous si vous êtes la team, moi je teste 20% d'un nerf, après vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez tester 20% d'un nerf. Petite fibre, 80% d'un nerf. Voilà. Et après, donc après, il y a peut-être des mecs parmi vous, c'est des pros des petites fibres et ils font que les petites fibres. Bon, là, je pense qu'on peut faire les deux quand même. Donc qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, là, juste pour vous montrer un exemple, que ce soit un peu visuel, là, c'est un ganglion de la racine dorsale. Donc c'est les nerfs, c'est les fibres sensitives, hein, c'est la partie sensitive. Les jaunes, c'est des grosses fibres. Les rouges et bleus, c'est des petites fibres. Et là, en fait, waouh! Il y a plus de petites que de grosses. C'est incroyable. Ça illustre parfaitement ce que je suis en train de vous dire. Comment on teste? Donc du coup on peut faire un QST ou un CST. Donc le QST vous n'allez pas le faire, ça coûte cher, ça prend du temps, il faut 30 minutes. Non je sais plus, ouais 30 minutes je crois pour expliquer aux patients comment on va faire. Après il faut 30 minutes pour le faire. Frérot c'est un peu trop long pour moi. Et en plus ça coûte cher parce qu'en fait pour la détection du froid et du chaud, et pour la douleur au chaud et au froid, en fait il faut une thermode. Enfin, il faut des thermodes en fait. Hein. En gros, il faut une thermode pour régler une certaine température et voir ce qui se passe. Donc, ce que vous pouvez faire, vous, c'est le CST, donc c'est le QST du pauvre, plus rapide et moins cher. Et avec ce CST, vous allez tester toutes les fibres, les grosses, les petites. Sachant que pour les grosses, là, c'est donc QST, donc c'est. Alors là, je vais vous le faire avec l'accent français, on va bien comprendre. Quantitative Sensory Testing. Et là, c'est Clinical Sensory Testing. Clinical Sensory Testing. Donc, c'est, comme son nom l'indique, sensory. Ok? Donc, c'est pour les fibres sensitives. Oubliez pas de tester quand même les fibres motrices. Ok? Et les réflexes. C'est encore un autre type de fibres. Donc là, j'espère que vous avez compris, j'espère que vous ferez en fait tout ça. Et vous voyez, de toute façon, là, il y a tout qui est marqué, hein, CST, détection au froid, au chaud. Donc là, ils le font avec une pièce de monnaie, vous connaissez l'histoire. Vous en gardez une dans votre poche qui va être chaude, vous en laissez une sur le bureau qui va être froide. Moi, je trouve c'est un peu éclaté la pièce de monnaie parce que vous avez testé 2 fois, la pièce froide, elle va être réchauffée.
Vous avez, du coup, niveau 2, le type therme, un côté en plastique, un côté en métal, le côté en métal qui va être plus frais. Après, si vous voulez tester le froid sur une plus grande surface, bah, en fait, vous pouvez récupérer un diapason. Alors là, peut-être qu'il est un peu fin, mais en fait, quelque chose en métal juste qui est frais et qui prend une grande surface, ok, pour tester le froid. Là, coton. Vibration, après donc là c'est pour l'aspect qualitatif, est-ce qu'il y a une perte ou pas, ou un gain, et là après c'est pour mesurer, par exemple, là, on va dire il y a de la perte, on va mesurer la perte. Là c'est pour des seuils de détection à la douleur, et là c'est les seuils de détection à la pression, le wind-up, voilà, tout ça. Je vais pas tout vous faire, hein. Mais là, vous allez lire l'article. Alors qu'est-ce que vous avez ici je crois que c'est cette étude-là. Ah oui, et celle-là. Bon, celle-là, elle vous explique que au final, le QST du pauvre, ça marche pas trop mal. On attaque une partie. Ah, on va faire une petite pause là. Je parle beaucoup, hein. C'est long. C'est long, mais c'est intéressant quand même, non? Je pense à tous ceux qui écoutent sous format de podcast, hein, et qui voient pas l'écran. Bah là, de toute façon, il n'y a rien à voir. Voilà. Donc, l'ordinateur et le matériel ergonomique. Ce qu'on peut entendre aussi, c'est que on peut utiliser des dispositifs ergonomiques pour essayer de soulager le canal carpien. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que d'après cette étude-là, il est important de noter qu'aucun des dispositifs ergonomiques évalués qui sont généralement recommandés pour le syndrome du canal carpien n'a entraîné une réduction de la pression. Les coussinets de poignet et la souris verticale ne peuvent pas être recommandés aux patients souffrant de syndrome du canal carpien par rapport à une souris standard si la réduction de la pression sur le canal carpien est le critère principal. Attention juste aux choses. Donc l'étude, bon, il y avait des conditions particulières pour mesurer la pression, donc ça c'est pas des conditions qu'on retrouve en conditions réelles, donc faut faire un petit peu attention. Et si vous voulez réduire la pression dans le canal, ça marche pas. Mais si vous vous trouvez plus confortable avec, vous pouvez vous trouver plus confortable avec. Il n'y a pas que ça. Et puis après, c'est toujours pareil, on reviendra tout à l'heure après dans les traitements. La chirurgie, c'est sûr et certain, vous allez diminuer la pression dans le canal. Avec la kinésithérapie, vous allez améliorer les symptômes, mais pas sûr que vous diminuez la pression dans le canal. Je n'ai pas trouvé de données là-dessus. Si quelqu'un a des données là-dessus, pourquoi pas. Enfin, pourquoi pas. Non, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Et donc en fait, peut-être que ça diminue pas la pression, mais peut-être que ça va soulager la personne, ok? Mais vendez pas ça comme un produit miracle à vos patients, ok? En tout cas, pour le moment, c'est trop tôt pour le faire. Du coup, en gros, ce qu'on peut entendre aussi, c'est que l'utilisation, ce qu'on peut lire aussi, c'est que l'utilisation du clavier et de la souris doit être considérée comme un facteur d'aggravation plutôt que comme un facteur de risque. Voilà, donc plutôt un facteur d'aggravation, mais en fait, si on regarde un petit peu plus en détail, et c'est un petit peu compliqué, là ça va être un petit peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a deux méta-analyses qui nous disent qu'il n'y a pas de lien entre l'utilisation de l'ordinateur et du canal carpien. Et là, vous vous dites, bon, bah en fait, c'est bon, je peux jouer à l'ordi toute la nuit, tous les jours, j'aurai pas de syndrome du canal carpien, je suis tranquille, il n'y a pas de lien. En fait, ça dépend. En fait, ça dépend des groupes que vous comparez dans vos études. Si vous comparez des gens qui sont au bureau et qui travaillent un certain temps sur ordinateur et qui utilisent la souris, tout ça, certains pourcentages vont développer un syndrome du canal carpien. Mais si vous comparez ça à un groupe, par exemple, qu'on a vu dans les facteurs de risque, on va remonter. Si vous comparez à un groupe qui a des forts risques d'avoir un syndrome du canal carpien, par exemple, si vous prenez des alcooliques hypothyroïdiques, si vous comparez les deux, peut-être qu'en fait, effectivement, il n'y aura pas plus de syndrome du canal carpien dans les personnes qui vont être sur ordinateur. Mais en fait, il faut comparer des groupes qui se comparent. Donc, c'est ce que l'autre étude a montré. Donc, si on compare des employés de bureau qui utilisent beaucoup l'ordi versus ceux qui s'en servent peu ou moins, là, par contre, on retrouve que l'utilisation excessive d'ordinateur, en particulier de la souris, pourrait être un facteur de risque. Donc, plus la souris que le clavier. Et donc après, il y a aussi le temps d'exposition, que ce soit en heures dans la journée ou en termes d'années et de durée. Ok, durée en termes d'années. Voilà, donc en fait c'est toujours pareil, c'est quel groupe on compare. Parce qu'en fait, si dans la population générale, en fait, vous avez des gens qui sont quand même beaucoup... par exemple,
vous comparez des gens qui sont... ça dépend déjà combien de temps ils passent au bureau, comment ils utilisent la souris, et si dans l'autre groupe, il y a beaucoup de personnes qui font... je sais pas, qui travaillent sur les chantiers ou les choses comme ça, bah pareil, vous allez comparer deux groupes qui ont un fort risque de canal carpien, on va dire, mais ça va pas vous dire est-ce que ça va pas vous donner des statistiques intéressantes sur l'utilisation de l'ordinateur. Voilà, donc utilisation excessive de la souris, attention. Là, on va attaquer le traitement, et là, on va parler beaucoup de neurodynamique, et je vais aller un peu plus loin de ce que j'ai fait, puis à la fin, on va vraiment parler de traitement, qu'est-ce qu'ils font dans les études pour traiter le canal carpien quand on fait de la kiné, par exemple. Alors là, dans cette étude-là, je vous rappelle que quand on parlait de douleur au niveau de la jambe qui impliquait le nerf sciatique, la neurodynamique, c'était efficace. Là, sur le syndrome du canal carpien, cette étude-là, elle dit c'est pas ouf, mais en fait, le truc c'est qu'ils ont inclus des études avec de la mise en tension du nerf. Forcément, si les neuroglissements ça marche super bien, si les techniques de tension ça marche pas ouf, la moyenne elle sera éclataxe parce qu'en fait ça va s'annuler. Et même eux ils disent qu'en fait il y aurait peut-être plus intérêt à faire des techniques de glissement que des techniques de mise en tension. Dans cette étude-là, ils disent que ça marche, et dans cette étude-là, donc là je connais l'auteur et le sérieux de l'auteur, et je peux vous dire que s'il dit que ça marche, on peut mettre des points sur le fait que ça marche. Glissement ou étirement, en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que le nerf il bouge plus quand on fait des techniques de glissement que des techniques de mise en tension. Et c'est incroyable, là, pareil, j'ai l'impression, j'ai l'impression de vous raconter un truc de ouf, mais vous vous en doutiez ça quand même. Alors glissement, si vous avez glissement, c'est quand on met en tension d'un côté et qu'on on relâche la tension de l'autre côté, ok. Donc on tire d'un côté, on relâche, et du coup on a voilà ce qu'ils appellent une excursion longitudinale, donc il y a plus de mouvement. Dans les techniques de mise en tension, au niveau du poignet, si on fait des techniques d'aérodynamique, je veux dire, quand on fait de la mise en tension, bah, la tension, elle augmente. Et quand on fait des techniques de glissement, la tension, elle augmente peu. Pareil, c'est incroyable, quand on met en tension, la tension, elle augmente. Waouh, je vous ai encore appris une dinguerie. Et en fait, en fonction des techniques, on a des effets différents. Technique de mise en tension, ça pourrait réduire le gonflement intraneural. L'exercice de glissement nerveux, ça peut limiter l'activité fibroblastique et minimiser la formation de cicatrices. Voilà. Théoriquement. Comment ça marche la neurodynamique? Alors il faut juste faire attention parce que les études elles sont pas forcément toutes faites in vivo, donc ça peut diminuer la douleur, prévenir et réduire l'œdème intraneural, réduire la fibrose intraneurale, diminuer les médiateurs inflammatoires, tout ça, c'est hyper intéressant, on se dit c'est magique, toujours comme je dis, c'est pas forcément in vivo. Mais ça reste quelque chose de très intéressant, la neurodynamique, quand c'est bien fait, ok? Et notamment au niveau du canal carpien. Alors, on fait quoi? Alors, je vais juste revenir un truc parce que je crois que je voulais dire quelque chose. Non, bon, je crois que je le dirai après. Donc là, dans cette étude-là, ils disent que ça marche. Waouh! Et en fait, on voit que les kinés, ils savent faire de la thérapie manuelle. Hein, parce que j'ai entendu qu'il fallait aller voir, par exemple, des chiros. Parce que les chiros, en fait, eux, ils vont traiter tout le trajet du nerf. Alors que les kinés, ils vont traiter que l'endroit où il y aurait la compression. Bah, purée. En fait, non. Non, en fait, finalement, non, les kinés savent traiter tous les trajets du nerf médian, c'est incroyable. Les kinés, franchement, ouais, on est pas mauvais quand même, hein. Franchement, on n'est pas mauvais. Donc en gros, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traité le nerf médian un peu sur tout le trajet. Ce qu'on a remarqué, c'est que la thérapie manuelle, c'était plus efficace entre 1 et 3 mois que la chirurgie, mais tout aussi efficace que la chirurgie à 6 et 12 mois. Ok? Sur l'amélioration de la douleur et de la fonction chez des femmes. Dans les études, il n'y avait que des femmes. Voilà. Si on fait le suivi à 4 ans, bah ça se maintient sur le long terme, finalement. Donc vraiment, la kiné, c'est plutôt pas mal. Là, donc là, il y a d'autres techniques, voilà, avec des techniques donc au niveau du coude, de la main, de l'épaule, on a vu des techniques au niveau du cou, voilà, il y a tout un tas de choses qui ont été faites. Ce qu'on remarque, c'est que la thérapie manuelle et la chirurgie ont une efficacité similaire pour améliorer la fonction autodéclarée, la gravité des symptômes et la force de préhension sur la main symptomatique chez les femmes. C'est toujours chez les femmes que c'est mené. Là, je dirais juste attention, je remets pas en cause les études, juste que là
et là, c'est le même auteur, ok? C'est un auteur espagnol qui aime beaucoup la thérapie manuelle, qui écrit beaucoup aussi sur le dry needling et les points trigger. Et donc du coup, attention, parce que voilà, les études sont bien menées, mais on pourrait penser que parfois, peut-être, ils veulent indiquer certains résultats, on va dire. Mais en tout cas, mais après de toute façon on va confirmer avec d'autres trucs. C'est juste que si vous par exemple si vous lisez là, voilà, il y avait pas forcément d'implication, mais voilà, il a écrit beaucoup sur les points trigger et le dry needling. Peut-être que dans ce cas-là, il faut faire un petit peu plus attention à la méthodologie et à comment a été réalisée l'étude. Mais en tout cas là ça marche et de toute façon on va voir, on va continuer d'avancer. Et par exemple cette étude-là, bah, elle dit que c'est pas ouf en fait la prise en charge kiné. Mais moi j'ai pas tout compris dans cette étude. Déjà je crois qu'à certains moments ils ont inclus des ondes de choc, ils ont testé des ondes de choc. Genre, enfin, je sais pas, de la compression. Mais bon, enfin, en gros, les ondes de choc, on va quand même faire de la compression. Je vous ai dit, les nerfs, ils sont sensibles à l'étirement, à la compression. Est-ce que c'était vraiment, on va dire, intelligent de faire ça? Je sais pas. En tout cas, pareil, c'est un peu bizarre parce que ils disent que l'étirement et les exercices au niveau des tissus mous ils doivent être faits 1 à 5 fois par jour, entre 5 et 10 répétitions. Donc on a des étirements, voilà, avec bah là du coup on a des étirements du nerf radial, et on nous dit qu'on doit faire attention parce qu'en fait les mouvements ils devraient pas augmenter les symptômes ou augmenter la tension dans le nerf. Mais à partir du moment où on fait un exercice comme ça, la tension elle augmente dans le nerf. Et on te demande de faire ça plusieurs fois dans la journée. Donc j'ai pas tout compris à ce que il nous racontait en fait dans cette étude-là. Donc on nous dit de faire des étirements. Parce qu'en fait, pareil, hein, les techniques, alors attendez, là on. Donc là en fait on étire le ligament transverse. Donc en fait on va réduire le diamètre au niveau du canal carpien. Pareil, on va quand même peut-être augmenter la pression dans le canal en faisant ça. Et là, je me pose la question, j'en ai aucune idée, mais c'est quoi le but de faire ça? Parce qu'en fait, on se dit, donc du coup, qu'on est dans un tunnel ostéofibreux avec les fibres, donc du coup, peut-être et on veut étirer le tissu fibreux pour qu'il y ait plus de place. Mais je suis pas sûr qu'avec de la thérapie manuelle, t'agrandisses quoi que ce soit, hein. Tu vas pas déformer structurellement le tissu et le rendre plus mou, plus lâche, je sais pas. Donc je comprends pas trop ce genre de technique. Si quelqu'un comprend l'intérêt, voilà. Parce que quand on étire une structure, en fait, elle devient pas forcément plus lâche, hein. On a même des études qui nous montrent qu'en fait, quand vous étirez du tissu conjonctif, il devient plus raide. Ok? Donc, alors ça veut pas dire que plus raide, ça veut dire être de plus en plus serré, ça n'a rien à voir, mais ça devient pas plus lâche en tout cas, et on n'est pas sûr qu'on agrandisse quoi que ce soit. C'est des questions que je me pose, j'ai pas les réponses. De toute manière, moi je fais pas des vidéos où, de toute façon, vous voyez qu'à chaque fois, j'ai quand même une certaine mesure par rapport à ce que je dis. Quand je sais pas, moi je vous dis clairement, je sais pas. Voilà, comme je vous ai dit, petite leçon sur le canal carpien, parce que j'ai pas la prétention de tout connaître. J'espère juste vous donner l'information avec la meilleure qualité possible, et en disant le moins de bêtises. J'ai moins besoin de me corriger par la suite. Bon là on arrive vers la fin, donc ici qu'est-ce qu'on nous dit? Doucement sur l'étirement, les nerfs ils sont sensibles à l'étirement et à la compression. Bon, ça, en fait c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais si vous voulez comprendre un petit peu, vous pouvez aller lire ça. Là, on a une étude qui a été faite par Anna Schmidt, donc c'est elle qui fait, elle fait beaucoup d'études sur justement les neuropathies de compression, tout ce qui est inflammation, la neuroinflammation qui est systémique, tout ça. Faut aller lire ce qu'elle fait, c'est très intéressant. Eux, ils ont trouvé qu'on avait une amélioration de l'œdème intraneural après des exercices neurodynamiques, mais on ne sait pas si ça a diminué la pression dans le canal. C'est toujours ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Est-ce que ça diminue ou pas? J'en sais rien. Et là, en fait, ils ont fait des exercices que de glissement. Voilà, comparé à des fois où on étire, ici, bon, bah, ça étire. Bon, là, ils étirent, mais ils ont trouvé que ça marchait. Et ici, où on nous dit peut-être étirer, c'est pas ouf. Parce qu'en fait, a priori, avant, on tirait beaucoup sur les nerfs, et après, on s'est rendu compte que, c'était peut-être pas ouf de tirer, et donc du coup, après, on a mis en place les techniques de glissement.
Juste pour vous dire qu'ici ils ont mis, ils testaient aussi les attelles et ils trouvaient que c'était efficace. Là c'est une revue Cochrane et ils disent que les attelles c'est pas ouf ouf mais ça coûte pas cher. A priori il y a pas trop d'effets secondaires donc ça peut se tester. Voilà. Après vous faites ce que vous voulez avec vos patients. On peut recommander. A priori il n'y a pas non plus de contre-indication recommandée. Donc, enfin, juste pour essayer, quoi, mais bon, voilà, la prise en charge neurodynamique, elle est pas mal. Là, je connais très bien la truc, ah oui, ça marche, nanana, des glissements, donc là, il va y avoir la question, oui, mais combien on fait? Bah, dans l'étude, je vais vous donner ce qu'ils ont fait dans l'étude, ils ont fait 10 répétitions de chaque exercice, et donc par session, et donc une séance, ça dure environ 2 minutes, et les participants, ils ont été invités à faire 10 séances par jour, ok, donc 20 minutes de rééducation réparties dans la journée. Personnel, alors là, avis personnel, attention. Moi, j'aime bien effectivement aussi si je donne des mouvements pour, alors que ce soit neurodynamique ou autre chose, mais pour faire bouger un peu le nerf. En gros, si vous voulez faire, vous avez votre nerf qui respire pas très bien parce que il y a de l'œdème et la microcirculation, elle est altérée. C'est bien, moi, comme je le visualise, c'est essayer de faire respirer le nerf. Donc quand on bouge, ben, on va drainer un peu l'œdème, on va amener, voilà, le sang, ça circulera mieux, le nerf, il va respirer. C'est bien de répartir dans la journée parce que, en gros, c'est comme si il a besoin de respirer le nerf. Donc c'est quoi? C'est le mieux, c'est de respirer un grand coup à un moment donné ou respirer tout au long de la journée. Voilà. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois, c'est comme ça que je l'explique à mes patients pour essayer de leur dire de le faire régulièrement. Donc pas besoin de faire énorme d'un coup, mais réparti dans la journée pour que le nerf, il respire plusieurs fois dans la journée. Ensuite, on arrive à la dernière diapo. Et donc, en gros, c'est juste pour dire calm down sur les nerfs. Toujours pareil, on tire pas, calmez-vous, calmez-vous. Le nerf, c'est sensible. En fait, là, chez des gens qui ont eu un whiplash, donc c'est ce qu'on appelle le coup du lapin, les nerfs, en fait, ils bougent moins bien. C'est ce qu'on a remarqué. Si ça bouge moins bien, vaut pas vraiment la peine de tirer dessus. Voilà, on a vu que les exercices de glissement, ça redonnait de la mobilité, et donc du coup, c'était plutôt pas mal. Et si vous vous rappelez une des diapos du début, donc là, je vais remonter, c'était assez loin. C'était vraiment au début. De toute façon, je vous avais dit qu'on reviendrait là. Voilà, le nerf, il bouge moins. Donc, alors, bon, après, là, c'est du mouvement transversal. Nous, là, quand on fait des glissements, plutôt être un glissement longitudinal. Mais en gros, ça bouge moins, donc le nerf il respire moins, donc faut le faire respirer. Donc le tirer dessus, pas sûr que ça change quelque chose. Surtout qu'en plus, quand vous tirez, bah, vous allez réduire le diamètre du nerf, et pareil, il y aura moins de vascularisation. Donc plutôt technique de neuroglissement. Après, dans l'étude qui disait que ça marchait pas, donc je vais revenir. C'était celle-là. Eux, ils disaient que dans les cas de problèmes de douleurs, par exemple de mécanosensibilité chronique, donc assez ancien, au niveau lombaire et au niveau de douleur au niveau du talon, ça pouvait marcher. Voilà. Donc là, je vous dis ça, allez lire avant de vouloir appliquer. Moi, je vous dis quand même, attention, tirez pas trop sur les nerfs. Faites plutôt du glissement. Après, nous, ce qu'on a montré depuis tout à l'heure, c'est des techniques de glissement spécifiques, ok? Mais après, quand vous faites des mouvements de la vie de tous les jours, voilà, enfin, il y a on peut faire les techniques de neurodynamique, mais après, il y a des techniques d'autres techniques qui peuvent faire glisser les nerfs, ok? Donc, voilà, et en fait, la tension, en fait, ça peut être bien, comme ça peut être mauvais, et comme ça peut être inutile. En fait, si vous mettez la bonne tension, vous allez avoir des super effets. Vous allez améliorer. Vous allez améliorer tout un tas de choses en fait, la conduction nerveuse, la repousse axonale, tout ça, ça va être mieux. Mais en fait, il faut mettre la bonne tension. Si vous mettez pas assez, bah, ça va avoir peu d'effet. Si vous mettez trop, bah, peut-être que ça va augmenter les symptômes. Donc au final, vous savez pas quelle tension vous allez mettre. Et puis d'un patient à l'autre, ça va varier tout ça. Donc c'est plus compliqué. Les exercices de neuroglissement, on va dire que c'est plus safe. Ok? Là, on va s'arrêter, hein, parce que là, on est arrivé au bout. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu sur le canal Carpien. J'ai essayé d'être relativement exhaustif, mais il y aura toujours plus de choses à dire que ça. Euh,
Bon, je pense que je reparlerai pas tout de suite du canal carpien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez me poser vos questions sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et bon, on se dit à la prochaine, hein. Salut!